merci en tout cas, merci. On se retrouve encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité dans notre espace parce que vous savez en tout cas, c'est ici, n'allez jamais ailleurs. D'abord ici, nous vous présentons les excuses. Hier mardi, on n'a pas été à mesure de nous rencontrer pour interagir comme d'habitude. Et voilà aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser les questions d'actualité. En tout cas, merci beaucoup. Et nous avons reçu beaucoup d'appels. Il y a des gens qui voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas l'émission hier. On a reçu également beaucoup d'appels par rapport à l'émission du lundi. Et nous avons échangé. Et nous estimons, nous continuons à estimer, c'est de cette façon que nous devons, en tout cas, échanger au sein de notre communauté, au sein de cet espace. En tout cas, merci. On se retrouve, n'allez jamais ailleurs. Nous commençons par lire une disposition de la Constitution, et cela pour respecter notre coutume. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources et de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. La Constitution, l'article 56. Et voilà, nous allons échanger aujourd'hui autour de quelques questions. En tout cas, je crois que nous aurons au moins 4 sujets d'échange, 4 questions alors d'échange, des informations et questions d'analyse en même temps. La première question, c'est en rapport avec l'OCC Lofé en République démocratique du Congo à partir du 4 août à minuit. La décision a été prise depuis hier à Luanda lors de la rencontre ministérielle entre la République démocratique du Congo, représentée par sa ministre des Affaires étrangères, et le Rwanda, représenté aussi par son ministre des Affaires étrangères, sous la médiation de l'Angola. Le mécanisme de vérification ad hoc sera renforcé à cet effet pour superviser ce fait. Nous allons analyser. Est-ce que c'est important à ce stade pour nous, Congolais? Une question très importante. La deuxième question, c'est en rapport avec la peine de mort contre Corneille Nangaa. Et ça a été, on peut le dire de manière plus élémentaire, la proposition du ministère public qui a requis cette peine contre Corneille Nangaa, qui a pris les armes contre le pays, où il est reproché de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, enrôlement des enfants mineurs. Aujourd'hui, le procès s'organise ici à Kinshasa-Ndolo. Et avant le verdict final, le ministère public a estimé que Corneille Nangaa doit en tout cas être condamné à mort. Donc au moins, les juges ne sont pas obligés de suivre le ministère public, mais nous ne voyons pas comment cette proposition de la décision du ministère public ne sera pas respectée. Et donc Corneille Nangaa court en tout cas cette peine, et comme nous vous avons dit la fois passée ici, sa question, en tout cas, cadre avec les compétences de la Cour pénale internationale. Et c'est dangereux pour Corneille Nangaa. Nous allons analyser. La troisième question, c'est en rapport avec, ça vous allez vous en souvenir, chers membres de la communauté, parce que nous avons beaucoup insisté, les indemnités des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Vous aviez suivi le ministre de la Justice dire clairement qu'il faut traduire maintenant les membres du conseil d'administration de Frivao en justice. On suppose qu'il y a eu détournement des fonds. Ici, les pénalités ougandaises, où l'Ouganda avait versé au moins quelques montants de 100 quelques millions de dollars américains. Là, Pascal avait engagé le débat la fois passée lorsque je parlais de 300 millions de dollars américains. Lorsque nous parlions de 300 millions de dollars américains, et c'est l'inspecteur général de l'IGF à son temps qui m'avait appelé pour me dire non, ce n'est pas 300 millions, c'est 170 millions et cet argent est gardé dans une banque. Mais comment comprendre aujourd'hui que le rapport de l'IGF auprès du ministre de la Justice nous dise qu'il y a détournement de fonds? Cherchons à comprendre. Nous allons bien analyser la question. Ah, c'est pas possible. Hein?
Et alors, chaque 1er et 2 août, en République démocratique du Congo, on va commencer maintenant à avoir une attitude de deuil pour commémorer le Génocide. Ça veut dire, attendez par là, des crimes alors, des tueries, des massacres que les Congolais ont pu connaître depuis tous ces temps. Des millions de Congolais qui sont partis. Et le ministre de l'Intérieur a pris un télégramme envoyé aux différents gouverneurs pour que nos drapeaux soient en berne le 1er et 2 août. En tout cas, nous irons au Congo Airways pour vous évoquer la suspension du directeur général par le conseil d'administration, une révocation, une suspension des nuls et des nuls effets selon le ministre de portefeuille Jean-Lucien Boussa, qui se réfère à la loi numéro 08/010 qui réglemente le fonctionnement et les décisions qu'on prendrait pour des cas comme celui-là. En tout cas, merci. On est ensemble. C'est ici que nous devons réfléchir, c'est ici que nous devons analyser. Nous commençons par le premier thème, sinon la première question en rapport avec le cessez-le-feu décrété à Luanda. Nous vous avons dit, nous réalisons cessez-le-feu en République démocratique du Congo à partir du 4 août minuit. La décision a été prise depuis hier à Luanda lors de la rencontre ministérielle entre la République démocratique du Congo représentée par la ministre des Affaires étrangères et le Rwanda représenté par son ministre des Affaires étrangères sous la médiation de l'Angola. Le mécanisme de vérification ad hoc sera renforcé à cet effet pour superviser le cessez-le-feu. Alors nous nous posons la question. Est-ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui, pays occupé, pays agressé, doit aller discuter avec l'agresseur pour obtenir le cessez-le-feu? Il n'y a pas longtemps, c'est les États-Unis qui nous a imposé une observance humanitaire pendant 20 jours et on a doublé, donc le total c'est 40 jours. Au bout de ces 40 jours, et voilà de l'autre côté, il faut trouver autre moyen pour ne pas s'affronter. Et on parle du cessez-le-feu. On nous a attaqué dernièrement, on a pris Kanyabayonga. Pascal, nous disions ici que la trêve que les États-Unis ont proposée, c'est une occasion pour le Rwanda et l'Ouganda de renforcer le M23 et la AFC de Corneille Nangaa. Nous pensons que nous avions raison. Et nous disions à l'époque, ou quelques jours passés, que nous n'étions pas d'accord. Il ne fallait pas que la République démocratique du Congo obtempère cela. Nous n'avons pas compris, nous avons été très facilement contredits par le gouvernement qui a obtempéré. Parce que pour nous, nous considérions que si nécessité de l'apport humanitaire, ça veut dire que chez les déplacés qui sont à l'intérieur chez nous, et ce n'est pas au front, et nous étions dans l'obligation de défendre notre pays, mais curieusement, et nous avons cédé à cela par notre gouvernement. Comme si cela ne suffisait pas. Et voilà, on se retrouve à Luanda pour discuter sur comment cesser le feu. Oui, on va cesser le feu, oui. Mais et après? À l'époque, l'idée était, on cesse le feu, les autres se retirent et vont se cantonner quelque part. Et ils seront, en tout cas, encadrés ou sinon surveillés par la MONUSCO. Et pendant ce temps-là, on fait le désarmement. On fait la réintégration et on essaie de voir comment respecter certains accords s'ils existent. Mais à ce jour, nous faisons le cessez-le-feu pendant que ils nous ont pris pas longtemps ici Kanyabayonga. Vont-ils y rentrer, se cantonner? Ou on fait le cessez-le-feu comme pour dire, bon voilà, nous créons maintenant une barrière, vous restez de l'autre côté, nous restons de notre côté. L'objectif de ce cessez-le-feu à ce stade, c'est lequel? La crainte pour Pascal, parce que si ça perdure, ils vont se renforcer davantage.
pour les déloger, ce sera plus facile. J'alerte l'opinion. Ce sera plus facile. Pascal, je reviens de temps en temps pour vous évoquer les différents textes que nous avons signés. Je vous rappelle, le 23 mars 2009, la République démocratique du Congo a signé l'accord avec le CNDP de Laurent Nkunda. Je vais le dire combien de fois. 4 dispositions énervent. La première, l'intégration militaire de tous les militaires CNDP dans notre armée. 2. L'intégration des acteurs politiques de CNDP dans nos institutions. 3. La création d'une zone commerciable à l'Est. 4. Le retour des réfugiés congolais qui seraient au Rwanda. Et dernièrement, vous aviez suivi Paul Kagame sur France 24 vous dire qu'il héberge au moins 100 000 réfugiés congolais Tutsi. Et 400 000 réfugiés congolais Tutsi en Ouganda. Donc, il faudrait que ces gens rentrent. Ça a été évoqué dans cet accord. Nous allons évoluer. On arrive en 2011. On organise les élections. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler qu'à chaque fois que nous organisons les élections, quelques jours après, c'est la guerre. 2006, nous organisons les élections. 2006. Et 2007, 2008, nous avons la guerre. Et 2009, nous signons l'accord. 2011, on organise l'élection. 2012, nous avons la guerre. 2018, on organise l'élection. 2022, nous avons la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons la guerre. À chaque fois, lorsque nous organisons les élections, quelques temps après, c'est la guerre. On arrive en 2013. Le 24 février 2013, nous signons l'accord de paix d'Addis Abeba. La commission est ici. Quand vous lisez cet accord, ces dispositions reviennent. Et là, on a renforcé comme pour dire on ne va plus accepter que notre pays appuie des rébellions contre un autre. Mais l'Ouganda le fait, le Rwanda le fait, l'Ouganda le fait, au vu au sud de tout le monde. Et vous hébergez la commission ici à Kinshasa. Pour quelle fin? On va évoluer, on va se retrouver à Kampala. Les parlementaires congolais se sont déplacés, paix, à la mémoire de mon vieux Christian Badibang. Ils vont se retrouver là, à Kampala, pendant beaucoup de temps, je crois que c'est 6 mois, pour prendre un accord, aussitôt qu'on voulait signer, et il y a eu un peu cette tentative d'avoir récupéré les positions de M23. Quand vous lisez ce draft, c'est pratiquement les mêmes dispositions qui reviennent. Et nous allons, Kampala, là c'était le 11 novembre 2013. Nous allons nous retrouver à Nairobi, le 12 décembre 2013, où on va signer les 3 déclarations devant le secrétaire général des Nations Unies. Vous savez, quand vous prenez notre constitution, on dit les textes et traités signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. Nous avons signé cela et même le secrétaire général des Nations Unies a apposé la signature. Ban Ki-moon. Les mêmes dispositions reviennent. C'est là que ces gens se cramponnent. Et voilà, nous nous retrouvons à Luanda pour céder et nous disons non, un cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu. Quelle sera la suite? Vous imaginez la vie de vos frères et sœurs? La frontière de Bunagana, simplement, chaque mois, génère au moins plus de 60 millions de dollars américains. Beaucoup de mines aujourd'hui sont récupérées. Les mines sont maintenant entre les mains de ces gens. Et nous disons, c'est le fait pendant ce temps, ils exploitent, ils font ce qu'ils font et puis ils font l'argent sur la RDC. Ils se renforcent davantage. Il faudrait qu'une explication soit donnée aux Congolais, le sens qu'on donne à ce cessez-le-feu, pour quelle fin, nous qui sommes attaqués, nous qui sommes occupés. Et nous acceptons très facilement le cessez-le-feu et qui ont violé les dispositions qui ont dit à travers l'accord cadre d'Addis Abeba qu'un pays ne puisse pas appuyer une rébellion contre l'autre. Non, n'obtempère à rien et c'est nous qui sommes des bons enfants qui continuons à obtempérer
pour résoudre quel problème, la question reste pendante. C'est à ce stade. C'est déplorable. Je m'oppose. Les membres de la communauté Pro-Info, je crois que nous devons nous opposer à ce cessez-le-feu parce que ça semble être contre nous. C'est un aveu d'échec, un aveu de faiblesse de notre part. On est incapable d'attaquer. Il faut prier le bon Dieu. Il faut avoir la bénédiction des Occidentaux. Il faut se conformer à leur dictat. Le contraire, on ne réussira pas parce que nous affichons notre faiblesse. Oh mon Dieu. La deuxième question. La deuxième question d'analyse, c'est cette proposition d'une condamnation de la peine de mort par le ministère public contre Corneille Nangaa à travers le procès qui s'organise ici, où il est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et enrôlement d'enfants mineurs. Le ministère public a proposé qu'on saisisse également tous les biens de Corneille Nangaa et tous les biens de la femme de Corneille Nangaa. Et même son oncle, qui a demandé également la liberté provisoire, qui s'appellerait aussi Nangaa, s'est vu cette liberté, cette demande être refusée par la Cour. Oui, je crois que la Cour va suivre le ministère public, parce que le ministère public n'a été que juste au regard de faire reprocher à Corneille Nangaa. C'est très grave, prendre les armes contre le pays. C'est la haute trahison. Nous avons notre constitution ici. La constitution nous interdit de prendre les armes contre le pays. La fois passée, nous vous avons expliqué le sens de l'article 64. Qu'on ne trouve pas d'échappatoire, l'article 64 n'autorise pas à un Congolais de prendre les armes. Vous opposez à ceux qui prennent le pouvoir par la force, voudrait dire utiliser des voies démocratiques. Et les voies démocratiques, nous savons, sont des marches, sont des protestations, des villes mortes, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas prendre les armes. Et les gens évoquent cette disposition à tort, de temps en temps, l'article 64. Nulle part, la Constitution, à travers cet article 64, n'autorise à quiconque de prendre les armes contre le pays. Nulle part. Mais à Corneille Nangaa de comprendre. De son pays, ou dans son pays, il y a une telle condamnation. Être condamné à mort, mais c'est grave. Vous confisquez tous les biens que vous avez ici. Imaginez maintenant votre famille dans quel état elle est aujourd'hui. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu des condamnations également américaines à travers le Trésor américain. Où on doit geler tout ce que vous avez. À travers le monde, si vous savez, c'est plus sur les banques américaines. Et c'est comme ça que vous voyez les banques. Mais 2 jours après, c'est l'Union européenne aussi qui interdit même à tout Européen qui oserait envoyer l'argent à ces gens. Et on vous interdit même de fouler l'Union européenne, l'espace de l'Union européenne. Mais simplement, à travers ça, Pascal, j'avais dit la fois passée, non, ce n'est pas efficace parce que ce soit Corneille Nangaa, que ce soit les autres, ne prennent pas l'argent directement aux pays européens. Les multinationales passent par les Ougandais, par les Rwandais. Et perçoivent l'argent auprès des Ougandais, auprès des Rwandais. Mais pourquoi ne pas sanctionner le Rwanda, ne pas sanctionner l'Ouganda? Et quand vous sanctionnez le Corneille Nangaa de cette manière-là, on ne résout pas le problème. Parce qu'ils continueront à avoir l'argent à travers maintenant les Ougandais, les Rwandais, qui les pilotent. La bonne décision aurait été de veiller sur toute personne, africain comme européen, qui oserait fournir les moyens de faire la guerre à ceux qui aujourd'hui tuent les Congolais matin, midi, soir. À ce moment-là, ce serait justice. En tout cas, merci. La troisième question.
d'analyse. C'est affaire indemnité des victimes de 6 jours à Kisangani. Cette affaire, nous l'avons évoquée, vous êtes témoins, chers membres de la communauté. Nous avons insisté, nous avons dit qu'il y a eu détournement de 300 millions de dollars américains. Bon, peut-être pas tout l'argent, mais au moins, sur les 300 millions de dollars américains, à l'époque, quand nous disions, il y a eu détournement. Et les victimes, jusqu'ici, ne se sont pas retrouvées. Et les victimes, à son temps, se sont déplacées jusqu'ici à Kinshasa. Ils logeaient au stade Tata Raphaël. Et nous avons évoqué cette question la fois passée. Le ministre de la Justice, à ce jour présent à Kisangani, je crois que le chef de l'État va se déplacer pas aujourd'hui ou demain, il sera aussi à Kisangani, décide d'envoyer en justice tous les membres du conseil d'administration de Frivao. Frivao, c'est cette structure qu'on avait mise en place pour gérer ces fonds. Les fonds que l'Ouganda a versés après avoir été condamné parce que la République démocratique du Congo était partie en procès contre l'Ouganda. Parce que l'Ouganda et le Rwanda, leurs armées se sont affrontés à Kisangani, je crois que c'est en 2009. Non, en 1999. Et il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, il y a eu ainsi de suite. Et la République démocratique du Congo avait gagné le procès. L'Ouganda a été condamné et l'Ouganda devait maintenant verser beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Mais c'est vrai, on ne sera pas comparé aux vies humaines qu'on avait fauchées. Lorsque nous, à travers ce plateau, à travers cet espace, nous avons dit que 300 millions de dollars poseraient problème. Moi, votre humble serviteur, mon téléphone va sonner, c'est Jules Alenguete, l'inspecteur général des finances, qui va m'appeler. C'est un grand frère. Bon, mais Pascal, comment vous affirmez cela? D'où vous tirez cette information? Non, mais moi, en tant que journaliste, j'ai fait mes investigations. J'ai senti comme s'il commençait à aller comme qui me minimise. Mais non, c'est de ma génération à l'université de Kinshasa. Je l'ai trouvé en 2e licence, moi, quand j'ai commencé le premier graduat. Il était en économie, moi, j'étais en lettres françaises de l'information et de la communication. Nous avons fréquenté la même université, on a connu les mêmes professeurs. Et je lui ai fait comprendre que je ne suis pas un journaliste quelconque. Je suis un journaliste de référence. Je ne dis pas n'importe quoi. Et la preuve, depuis que j'ai commencé mon travail, je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais été en prison. Ça veut dire que je suis correct. J'ai des informations telles que cet argent connaît un souci de gestion. Il me dit non. D'ailleurs, ne parlez même pas de 300 millions. Ce n'est pas 300 millions. C'est 170 de millions de dollars américains. Et puis, ah bon? Oui, 170. Et d'autres m'appellent des États-Unis pour me dire non, Pascal, mais ça va au-delà de 300 millions. Mais lui me dit 170. Sur les 170 en question, il m'a affirmé que l'argent est gardé dans une banque. Là, c'est Jules Alenguete qui continue à me dire. L'argent est gardé dans une banque. La difficulté aujourd'hui, c'est comment identifier les différents... les victimes et comment les prendre en charge normalement. Parce qu'il continue, il me dit, il y a des victimes, il y a des gens qui sont morts directement. Il faut identifier leur famille. Il y a d'autres qui sont blessés. Il faut les identifier. Il y a d'autres qui ont perdu des biens. Il faut maintenant identifier les biens. Il y a l'État qui a perdu aussi, vous prenez la régie des eaux, la SNEL, et ainsi de suite. Le tout complique le travail. Je lui ai rappelé, mais on avait déjà mis en place un comité qui devrait maintenant faire le travail. On a créé un établissement. Est-ce qu'ils n'ont pas pu identifier ces cas depuis tous ces temps? Il me dit, il y a une difficulté jusqu'à ce jour. Je crois, ce n'est même pas un mois. Moi, je sais et je savais que Frivao était composé, comme d'abord du président de l'association des victimes. Cette association était informelle à Kisangani. C'est son président qui a été le président du conseil d'administration de Frivao. 2, des conseillers du ministère de la Justice, à l'époque c'est Rose Mutombo. 3, avec quelques membres de la présidence.
Et ça a échoué, c'est parce qu'on commençait maintenant à inclure leurs membres de famille qui ne sont même pas des victimes. Et ce qui a fait que l'opération n'a pas marché. Moi, j'avais ces informations. Mais l'inspecteur général des finances m'a dit autre chose. Je lui ai dit, bon, comme c'est un aîné qui dit cela, il gère l'affaire, donc il a raison. Et je l'ai concédé. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que le ministre de la Justice dise devant les victimes à Kisangani que j'ai transmis ou j'ai traduit tous les membres du conseil d'administration de Frivao en justice du fait du rapport de l'IGF, de l'inspecteur de l'IGF, qui démontre effectivement qu'il y a une mauvaise gestion des fonds. Alors moi, je me posais la question, à quel moment il y a eu mauvaise gestion des fonds? À partir du moment où, il y a 2-3 semaines passées, l'inspecteur général des finances me disait, moi, personnellement, que l'argent est gardé dans une banque. C'est là que je cherche à comprendre où se cacherait le problème. C'est là que je cherche à comprendre où se cacherait le problème. Il ne faudrait pas qu'on touche aux mini-frétins pour les calmer, pour les terroriser, et les vrais se sauvent et restent ailleurs. Nous, on s'arrête là. Mais au moins, vous êtes témoins, vous savez ce que nous avions dit la fois passée sur cette question des victimes de Kisangani, sur la guerre de 6 jours. Nous avons abordé la question ici, sur votre plateau. En tout cas, merci. Nous naviguons dans les temps, nous savons anticiper les événements. Ça nous rattrape. L'identification. Waouh! Mon pays. Il y a un musicien qui chantait la fois passée, mon pays va mal, va mal, va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal, va mal. Le comportement de l'homme politique pose problème. Le comportement de l'homme politique va très mal. Il y a un sage qui a dit, nous ne sommes bons que lorsque nous sommes vus. Quand nous ne sommes pas vus, nous sommes très mauvais. Merci. 4e question d'analyse. Et là, ça peut aller vite comme une information parce que du 1er au 2 août, en République démocratique du Congo, on aura une attitude de deuil pour commémorer le génocauste des victimes des massacres et tueries par les agresseurs ici. Il faut citer principalement le Rwanda. Alors des drapeaux seront en berne. Et cette information a été transmise pratiquement à tous les gouverneurs de province par le ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut valoriser maintenant. Je pense que cette date doit être correctement commémorée chaque année. Et maintenant, il faut aller au-delà du simple appel. Il faut créer un musée dans lequel on peut trouver, par exemple, les crânes des gens qu'on fauche chaque jour. Et cela, lorsqu'on vient voir comme le Rwanda a fait, ça peut en tout cas interpeller chaque visiteur. Parce que ce que le Congo a connu, c'est 2-3 fois plus que le Rwanda a connu. Nous, c'est le pire. Et à l'indifférence de tout le monde. Et le Rwanda a pu convaincre ceux qui auraient dû encadrer, qui auraient dû sauver cette histoire, entre autres la France, la Belgique et les États-Unis. Même si au début, après le génocide, en 1994, après, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, que ce soit les États-Unis, accusaient Paul Kagame, disaient directement, ouvertement que c'est Paul Kagame qui était responsable du génocide. Et quelques temps après, le discours a commencé à changer, à changer. Même la France a commencé maintenant à changer des discours jusqu'à être partenaire aujourd'hui. Nous pouvons aussi le faire. Nous devons vendre cette image à travers le monde. Qu'on ne se limite pas à avoir un cas circonstanciel. Parce qu'on arrive, on fait ceci et puis on rentre, c'est fini, on oublie. Non. Mais sinon, nous encourageons, mais avançons pour vendre cela normalement à travers le monde, ce que le Congo connaît. Nous abordons le dernier point, c'est en rapport avec la suspension du directeur général Lueya, le directeur général de Congo Airways, par le conseil d'administration de cette société, et qui s'est référé à son règlement intérieur
en retirant confiance maintenant au directeur général. Une décision qui n'a pas été appréciée par le ministre de portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui dit que le conseil d'administration n'a pas compétence de poser un tel acte. Cet acte revient maintenant, la compétence revient au ministère de portefeuille ou soit au Premier ministre, sinon au président de la République. Et là, il se réfère à la loi numéro 08/010, je crois, alinéa 13, fixant les règles relatives à l'organisation et gestion des portefeuilles de l'État. Et Jean-Lucien Boussa s'oppose. Oui, c'est vrai, on peut s'opposer. Mais il y a une autre réalité, c'est que ce sont des sociétés qui sont pratiquement en faillite. Regardez l'état de Transco aujourd'hui. Ils sont allés en grève. Grève pourquoi? Parce qu'il y a une gestion. Il a fallu qu'ils échangent avec le ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, pour décompter la situation. Et on exige l'audit. Ce qui veut simplement dire qu'il y a une mégestion au sein de Transco. On aurait dû avoir pratiquement autant de véhicules, de nouveaux véhicules, ainsi de suite, si on gérait rationnellement les fonds. Si on optimisait rationnellement les fonds. Si on canalisait rationnellement les recettes. Mais malheureusement, nous ne savons que lapider, nous ne savons que détourner, nous ne savons que voler. Et la conséquence, les agents n'étaient pas payés. Ils ont fait beaucoup de mois sans être payés. Et en revendiquant maintenant, ils sont allés jusqu'à gréver. Et la grève qui a préjudicié le pays. Là, c'est la mégestion. Autant pour Congo Airways. Aujourd'hui, le Congo n'a pas d'avion de la compagnie Congo Airways, bien entendu. Pourquoi? Parce que la gestion n'a pas été saine. On a été incapable d'acheter de nouveaux avions depuis tous ces temps. L'argent qui proviendrait de la gestion de ces entreprises, en fait, de ces avions qui étaient en fonction à l'époque pour la société. Hélas, et les individus se sont retrouvés. La conséquence, la société aujourd'hui est en faillite. Merci, monsieur le ministre de portefeuille, pour votre intervention, que nous estimons rationnelle et pertinente. Mais c'est que plus important maintenant que vous qui êtes au portefeuille, vous devez travailler avec le ministre de Transport. Entre vous, frères d'ailleurs, d'une même province, le Sud-Ubangui, Jean-Pierre Bemba et Jean-Lucien Boussa. Sauvez les meubles maintenant. Un ancien du MLC avec un président du MLC. Donc, les deux du MLC hier. Merci, nous sommes à la fin. Nous vous disons merci, nous vous remercions en tout cas parce que vous êtes toujours fidèles. Et vous savez que c'est ici que nous devons réfléchir de temps en temps. Nous avons fait cette gymnastique aujourd'hui avec vous. Nous pensons que nos points de vue vont rencontrer vos attentes. Et tout ce qu'il y a comme complément d'information, n'hésitez pas à nous faire un message, n'hésitez pas à nous appeler. Et c'est comme ça que nous allons nous compléter. Nous ne sommes pas piqués de la mirandole. Nous ne sommes pas piqués de la mirandole. Nous ne connaissons pas tout, mais le peu que nous connaissons, nous essayons de fournir beaucoup d'énergie afin d'échanger avec vous, les membres de la communauté, que nous considérons toujours des gens très intelligents. Et cela, ça se prouve à travers le point de vue que vous dégagez, les commentaires que vous donnez lorsque nous faisons un numéro d'émission. Allez, nous sommes à la fin. N'allez jamais ailleurs. Toujours ici. Au revoir. Merci.